Bonjour Amina. Ah, connexion à l'audio. Ils se connectent tous à l'audio. On va attendre un peu. Hmm. C'est forcément en français ou il y a des personnes qui sont anglophones? Je fais toujours en français mes lives. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ni, bonjour Amina. Hélène se connecte à l'audio. Hop, je vais désactiver les sons. On va attendre que Hélène. J'espère que vous allez bien. Oui, bonjour Ni. Comment tu vas? Bonjour Amina. Comment est-ce que tu vas? Vous pouvez partager dans le chat ou prendre la parole. Amina, est-ce que tu veux parler? Ça va très bien. Ok, donc je vais désactiver ton son. Tac, ça va très bien. Bonjour Hélène, Bonjour. Bonjour. est-ce que ça va? Comment tu te sens? Comment tu vas aujourd'hui? Ah, apparemment ta caméra ne marche pas. Voilà. Bah, c'est que Ah, je regarde de l'écran en fait, donc des fois je l'active et puis elle sort pas. Bah, ça va très bien et vous? bah impeccable. Impeccable, on est heureux d'être là. Merci. Pour commencer, on va faire un petit temps de recentrage. Je peux pas parler, j'ai mes enfants. Oui, oui, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, Amina. Si tes enfants peuvent être intéressés par le live, ils peuvent regarder avec toi. Euh, donc, en attendant que d'autres personnes peut-être arrivent, on va prendre le temps de se recentrer ensemble dans cet espace, prendre quelques respirations en conscience, et comme ça, vraiment, on ouvre le cercle comme ça, et tout le monde, et on est tous ensemble, en fait, comme ça. On n'est pas dispersés sur ce qui s'est passé ce matin, ce qui va se passer après le live. Ok, ça vous va? Ouais. Ok, donc je vous invite juste à voilà, vous installer confortablement. Si vous sentez que vous avez envie de fermer les yeux pour encore plus ressentir votre respiration, vous pouvez. L'idée là, juste de prendre conscience du souffle, donc en inspirant qui passe par les narines, avec le torse qui se gonfle, le ventre qui se gonfle, et doucement expirer par la bouche, sentir que tout se dégonfle, que vous vous déposez tranquillement dans votre corps, que tout commence un peu à se poser délicatement, les cellules arrêtent de s'exciter pour vraiment, voilà, revenir dans un état de calme. On va pouvoir ouvrir nos oreilles, ouvrir notre esprit à ce qui va se dire ici et maintenant. Vous devenez de plus en plus conscient de tous vos sens. Hmm. Vous êtes vraiment dans le moment présent, dans cet espace qu'on crée ensemble et vous ne pensez plus au futur ni au passé. Vous êtes là pour entendre le témoignage inspirant d'Adrien autour de l'emploi. Maintenant, vous pouvez prendre une grande inspiration et une grande expiration pour revenir ici en réouvrant vos yeux. Vous pouvez vous étirer si vous avez envie pour mettre voilà, en mouvement votre corps. Si vous avez par exemple été beaucoup assis ce matin, voilà, on bouge un petit peu, hop, et on va pouvoir commencer. Donc, avant d'introduire mon invité, avant de t'introduire Adrien, je vais présenter les lives Cœur Libre. Enfin, déjà me présenter, au cas où s'il y en a des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Julie Lopez. Je suis docteur en microbiologie, devenue coach holistique en développement personnel et je fais également des ateliers autour de différentes thématiques sur la confiance en soi, le trouver sa voie,
sa voix et sa voix soufflement. Voilà, c'est très vaste ce que je fais, mais c'est en lien avec le développement personnel pour une vie qui te ressemble. Et donc, je fais des live cœur libre donc cœur libre depuis janvier. Mais avant, l'année dernière, je faisais des lives d'Octolibre, donc c'était vraiment spécifique doctorant. Et ensuite, j'ai élargi cœur libre cette année. Mais c'est vraiment le but, l'intention est la même, c'est de permettre la visibilité de personnes qui ont suivi leur cœur, ou en tout cas qui ont des projets de cœur. Et c'est ton cas, Adrien. Et donc, tu vas nous en parler aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes aux personnes qui nous écoutent, donc en live ici, et il y aura aussi des personnes en replay. Oui, merci. Merci en tout cas encore une fois de m'inviter sur Cœur Libre. Moi, du coup, j'ai commencé ma carrière en tant que technicien de labo, scientifique. J'ai fait ça pendant un peu moins de 10 ans. Euh, et j'ai adoré ce que j'ai fait, clairement. J'étais plutôt orienté immunologie s'il y a des scientifiques dans l'auditoire. Voilà, donc voilà, ça s'est très bien passé. J'ai pu travailler dans du privé, du public. J'ai fait des petites entreprises, des très grosses entreprises, des entreprises internationales, voilà, de renommée internationale. Et quand j'en ai eu, sur la fin, j'en ai eu un peu marre, pas du scientifique, mais du laboratoire en tout cas. Et du coup, j'ai cherché un petit peu comment je pouvais rester dans le scientifique en quittant la paillasse, en fait, en quittant clairement la partie manip. Et du coup, j'ai fait une reconversion et maintenant je suis recruteur dans une société de recrutement où je continue de recruter pour le coup du personnel scientifique euh, pour les entreprises, les industries qui en ont besoin, tout simplement. Donc voilà, je vois un peu l'envers du décor pour le recrutement de ce secteur-là, en tout cas. Et je fais ça depuis 5 ans maintenant à peu près. Et sur ces 5 années-là, voilà, voilà, de voir justement l'envers du décor du recrutement, ça me permet de voir aussi des choses qui, selon moi en tout cas, ne vont pas forcément sur plein de choses, sur les informations qu'ont les personnes au moment de choisir leurs études. Donc ça veut dire bac, post-bac, ça va être de choisir leurs études, leur continuation d'études, par exemple leur poursuite d'études, si vous êtes déjà sur un bac plus 2, 3, de savoir si c'est judicieux ou pas de partir sur un bac plus 5. Donc plus c'est des manques d'informations, je trouve, à ce niveau-là. Et puis aussi des manques d'informations sur le marché de l'emploi qu'il y a derrière, sur comment ça se passe, sur les règles, sur ce qui est demandé en termes de profil, en termes de plein de choses. Euh, et, euh, et voilà. Et moi, du coup, au sein de mon entreprise, c'est pas forcément mon job de partir en combat contre ça, ou surtout que c'est un peu mon avis, quoi, mes observations. Et du coup, je me suis mis en auto-entrepreneur en fait en me disant que par ce biais-là, je pourrais peut-être plus facilement, en tout cas, j'aurai plus de temps et ça sera plus facile aussi d'essayer d'aider justement à diffuser ces informations. Ça peut être des informations, ça peut être des partages d'expériences, ça peut être des réflexions juste. Des axes de réflexion pour que vous puissiez au moins réfléchir peut-être à des choses auxquelles vous n'auriez pas, enfin vous présent, mais plein de monde potentiellement. Euh, ouais, avoir des axes de réflexion sur des questions que vous étiez peut-être pas forcément posées et qui pourtant sont ultra importantes dans le sens où on fait ses études pour faire quelque chose normalement, en tout cas qu'on aime. Mais l'astuce, c'est que derrière, il y a ce qu'on aime et puis ensuite, il y a ce qu'on peut faire. Et il y a souvent un gros décalage entre ce que les gens veulent faire et ce qu'ils peuvent faire derrière. Euh, en termes de possibilités et donc de marché de l'emploi, etc., avec les règles dont je parlais tout à l'heure, s'il y en a, et un peu le contexte plus du marché de l'emploi, c'est plus se renseigner sur le contexte du marché de l'emploi. En tout cas, voilà, donc j'ai créé une auto-entreprise en proposant aux gens de pouvoir justement un peu les aider à anticiper un peu ces problématiques. Euh, et donc, une de mes premières actions, c'était de contacter Julie pour partager un live avec elle. Voilà, tout simplement. Donc, je suis là aujourd'hui pour discuter un peu de potentielles problématiques, axes de réflexion, questionnements que vous pouvez avoir sur votre situation, que vous soyez étudiant ou étudiante ou en recherche d'emploi ou déjà en poste, mais avec des envies de changement. Hmm. Merci, Adrien. N'hésitez pas à poser des questions à Adrien sur ce qu'il vient de dire. On est un petit comité, donc c'est vraiment l'occasion d'échanger, que ce soit par chat, hein, mais si vous voulez prendre la parole, c'est avec grand plaisir. Euh, Tu l'as un peu expliqué, mais est-ce que donc que je récapitule et tu me dis si j'ai bien compris. Donc, tu es dans une société de recrutement.
tu as vu qu'il y avait des choses qui, toi, te convenaient pas, c'était pas dans ta vision. Et donc, tu as créé ton projet de cœur pour justement être plus aligné à ta vision, c'est-à-dire l'aide ouais, l'aide aux étudiants, doctorants et futurs employés, en fait. C'est ça. Oui, alors qu'on soit bien d'accord, moi je suis bien dans mon entreprise et j'ai pas de souci avec ça. C'est juste qu'effectivement, mon but premier dans mon entreprise, c'est pas forcément du conseil ou d'aide à la réflexion, même si on en Mm. glisse un peu forcément au milieu dans le quotidien, mais c'est plus justement ces réflexions justement sur des choix, de bien réfléchir à ce qu'on choisit, puisqu'il y a des personnes des fois qui, ça rejoint justement les sujets que traite Julie, c'est penser qu'on aime en fait un domaine et en fait on se trompe un petit peu. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent, par exemple, commencer par un cursus médecine, échouer au concours et rebasculer sur une partie scientifique. Et je vois plein de gens qui font ça, mais sans se poser la question de ce qui leur plaisait en médecine. Est-ce que c'était la partie Mm. scientifique ou est-ce que c'était la partie humain? Parce que si vous partez sur une partie scientifique derrière, vous aurez effectivement le côté scientifique, mais si ce qui vous intéressait, c'était le côté humain, en fait, bah, vous l'aurez plus. Donc du coup, c'était peut-être pas forcément la redirection. C'est la plus évidente pour plein de gens, mais c'est pas forcément la bonne. Donc, ça dépendra évidemment de chacun. Euh, donc voilà. Ensuite, parmi vous, que ce soit à l'oral ou par chat, dans quelle situation vous êtes? Juste pour savoir, est-ce que vous êtes encore étudiant ou est-ce que vous êtes travailleur ou en recherche d'emploi? Alors moi, je suis en train de terminer un doctorat. Donc, je suis encore étudiante et je viens de terminer d'enseigner parce que j'enseignais en même temps en fac. Donc, c'est un peu les deux. D'accord. Alors, ça a l'air bête comme question, mais doctorat en sciences ou Non, en autre non, chose? je suis en cinéma. Je termine un doctorat en cinéma. D'accord. Ok, donc là pour le coup c'est un truc que je ne maîtrise tellement pas. En vrai, il y a des parallèles qu'on peut faire selon certains. Ce que j'observe sur les bacs plus 2 3, sur les bacs plus 5, les bacs plus 8. De temps en temps, il y a des parallèles qu'on peut faire, même sans trop connaître, en se renseignant un minimum. L'audiovisuel, la partie artistique, c'est un truc qui est radicalement différent, où on n'est vraiment pas sur les mêmes règles que quelqu'un qui va faire ingénieur pour travailler dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans ce que vous voulez, dans l'agroalimentaire. Mais donc là, clairement, en termes de conseils, j'ai rien. Mais par contre, en termes d'axes de réflexion, euh, c'est surtout des axes de réflexion. Mais juste par curiosité, moi, en tout cas, comme je ne connais pas trop, vous, quand vous vous êtes lancé là-dedans, est-ce que votre projet, il allait jusqu'où dans votre tête? Est-ce que vous avez un espèce de nom de métier ou pas forcément de nom de métier si vous n'avez pas, mais de tâches? Est-ce que vous savez exactement en quoi va consister les métiers auxquels vous aurez accès, par exemple? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, à la base, c'était un métier que j'avais en tête. Je voulais être professeur des universités. Donc, en fait, concrètement, il fallait faire un doctorat pour ça. Et, euh, et donc, pour moi, ça allait très loin, parce qu'en fait, pour être professeur des universités, ça, toi-même, tu sais, Julie, hein, ça va très, très loin encore derrière. Une fois le doctorat obtenu, il faut passer des qualifications, il faut passer une HDR, il faut passer énormément d'étapes. Encore, c'est pas terminé, en fait. Quand on est diplômé, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est un cursus qui peut, ou bien professeur des universités aujourd'hui, au bout de peut-être 10, 15, 20 ans, des fois, après le doctorat. Donc, pour moi, ça allait très loin. En fait, c'était tout tracé. C'était, parce que c'est après 7 ans de doctorat, c'est plus tellement ce que je veux faire. Donc, pour le coup, c'est plus aussi certain. Ok, et du coup, mais à nouveau, c'est vraiment de la curiosité, en espérant essayer de sortir des choses de ça. Mais du coup, est-ce que vous avez en tête des plans B ou pas? Euh, ou même, est-ce que quand vous vous êtes lancé là-dedans, c'était la seule sortie possible, du coup, d'être professeur, ou il y avait déjà d'autres jobs de certains qui l'ont fait, même si c'était que 1% des titulaires de doctorat? Est-ce qu'il y a quand même d'autres personnes qui arrivent à faire d'autres choses, ou c'est vraiment là, vous êtes ancré là-dedans et ça devient compliqué de faire autre chose? Alors moi, en ce qui me concerne, c'est compliqué de faire autre chose, parce que pour le coup, c'est vrai qu'en sciences humaines, il y a assez peu de portes de sortie, en tout cas dans la culture. On se dirige très vite vers l'enseignement, en fait, ou la recherche. Donc, on peut devenir ingénieur de recherche au CNRS, où c'est des trucs vraiment très, très précis. Et j'ai des collègues qui, la plupart du temps, parce qu'ils ne souhaitaient pas devenir enseignant-chercheur, quittaient en fait complètement l'académique, donc soit quittaient le pays pour être
pour être enseignant-chercheur dans d'autres pays, parce que la situation en France, en tout cas, est un petit peu compliquée du point de vue débouché en sciences humaines et sociales. Et sinon, la plupart, soit changent complètement de domaine d'activité, soit se lancent dans l'auto-entrepreneuriat. Hmm. Et Et l'auto-entrepreneuriat pour faire quoi du coup? eh bien, j'ai des amis vidéastes, je l'ai été moi-même, et puis bon, le Covid est un petit peu arrivé et ça fait un petit peu foirer tous mes plans à l'époque, mais il y en a qui deviennent vidéastes. Actuellement, ouais, globalement, j'ai des vidéastes en tête, en cinéma en tout cas, hein. Et j'ai un ami qui est devenu écrivain. Hmm. Euh, j'ai une amie en sciences de l'imaginaire, Audrey Dominguez, que tu as peut-être déjà croisée, Oui, Julie, ouais, ouais, euh, ouais. qui est, euh, qui travaille dans l'écriture de contenu, la création de contenu. Ouais, j'ai fait un live Donc, avec elle en plus. Hmm. oui. Hmm. Voilà, globalement, soit c'est vraiment très très précis en sciences humaines et sociales, en cinéma en particulier, soit c'est un domaine en fait qu'on quitte quand on ne souhaite pas faire de l'académique. Hmm. Et du coup, là, ce qui t'intéressait dans la partie professorat, parce que du coup, si je fais un parallèle avec d'autres universités, quand on est professeur, on a souvent une partie recherche en parallèle de la On- partie enseignement. C'était le combiné des deux qui t'intéressait ou c'était que la partie enseignement? euh, alors, j'ai envie de dire les deux. Les deux. Les deux. Pour le coup, j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à enseigner. La transmission, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Euh, Hmm. et c'est quelque chose qui va me manquer. Parce que j'ai Hmm. pas prévu de rester dans l'académique. Et pour le coup, ce qui va me manquer, c'est vraiment l'enseignement. D'accord. Et enseigner aux particuliers qui n'auraient pas forcément fait de cursus dans le cinéma, mais qui auraient envie de faire des espèces de masterclass, par exemple, sur des sujets donnés ou ce genre de choses? C'est une possibilité. C'est quelque chose dont on m'a déjà parlé. Ça fait partie des rares possibilités que j'examine si je reste effectivement dans ce domaine-là. Hmm. Hmm. J'aimerais bien rebondir, Adrien, est-ce que ça te va? Oui, pas de souci. Ok. Il y a plein de choses. Merci pour votre échange, parce que il y a plein de choses, moi, qui me semblent. Je vais essayer de rattraper, enfin, de mettre mes idées au clair. Je trouve ton témoignage, Hélène, hyper inspirant parce que on commence quelque chose. Déjà, moi, Adrien, je suis pas sûre qu'on sache si on aime ou pas. Je pense qu'à un moment de notre vie, donné de notre vie, on est lancé parce qu'on nous dit que c'est bien ou dans quoi tu as des bonnes notes. Enfin, en tout cas, moi, mon expérience, c'était ça. Après le bac, j'étais là, je sais pas du tout quoi faire, mais je savais que j'aimais un peu la SVT, donc je me suis dit, bah, bio, et après, on se lance là-dedans. On se dit que les études, c'est bien, il faut en faire, on valorise le diplôme, le plus haut diplôme, etc. Donc, en fait, moi, j'ai suivi un chemin, mais je ne savais pas si c'était vraiment ce que j'aimais faire, quoi. C'était juste parce qu'on m'avait guidée, on m'a portée, et c'est plutôt après ma thèse, même si j'ai continué après dans la microbiologie pendant 1 an et demi en salariat, il est arrivé des trucs, bah, il est arrivé le Covid, hein, le gros truc, qui a fait que je me suis posée, je me suis dit, mais la microbiologie, est-ce que c'est vraiment moi, en fait? Et la réponse était, bah non, j'aime bien ça, mais c'est pas la Julie, en fait. La Julie, elle est plus dans l'humain, et c'est ce que tu as dit à un moment, c'est qu'on valorise le scientifique, mais et qu'est-ce qu'on aimait, en fait, dans ce qu'on faisait? Est-ce que c'était vraiment le scientifique ou est-ce que c'était l'humain? C'est l'exemple que tu as donné, Adrien. Et moi, clairement, c'était l'humain, hein. C'était clairement l'humain. Mais comme c'est pas ce qui est valorisé, bah, on décrédibilise un peu. Enfin, moi, on m'a beaucoup dit, tu vis dans un monde de bisounours, Julie, de toute façon, tu veux que tout le monde soit gentil, soit bien dans leur peau, dans leur vie. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ça. Et à un moment, fais un truc qui va être valorisé, quoi, et validé. Donc, voilà, s'autoriser en fait à démarrer un cursus et s'autoriser à dire bah peut-être que c'est pas ça. Mais ça m'a fait une expérience en fait. Et après, c'est de cette expérience, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là, je pense que t'interviens, c'est revenir à qu'est-ce que tu as aimé faire, qu'est-ce que tu n'as pas aimé faire. Et en fait, c'est OK de changer de voie. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on a fait, c'est un bagage et des ressources et des outils et des compétences et des qualités
et des valeurs qui peuvent ressortir, popper un peu de là-dedans. Et ensuite de ça, tu peux en tirer des informations, plus des informations extérieures, et ensuite te guider vers une nouvelle voie, sans forcément que ça soit la voie définitive de ta vie. Et je pense que heureusement qu'on n'a pas une voie définitive dans notre vie, sinon ça serait triste. En tout cas, pour moi, je ne dis pas que pour d'autres personnes, ça serait triste, hein, évidemment. Mais en tout cas, pour moi, voilà, s'il y a des gens qui se reconnaissent. Adrien, est-ce que tu as envie de rebondir sur mes quelques Euh, réflexions que j'ai eues? non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Bah, déjà, des changements de. Alors, euh, je suis d'accord. Vous avez quel âge sans indiscrétion, Hélène? Je vais avoir 30 ans cette année. D'accord. Ah, moi aussi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, observé chez vous ou pas, mais de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. La vie, elle va vous faire changer, en fait. De toute façon, il y a des choses que vous aimez maintenant, que ce soit tout ce que vous voulez, que ce soit Mm, professionnellement, culinairement, ce que vous voulez. Il y a des choses qui vont changer de toute façon, que vous le vouliez ou non. Des fois, ça sera pour ne plus avoir envie, et puis des fois, ça sera pour avoir envie là où vous n'avez pas envie avant. Et tout ça, ça va changer. Vous pouvez faire ce que vous voulez de toute façon, à part effectivement quelques rares élus qui ont une espèce de passion qu'ils arrivent à garder toute leur vie, que ce soit en loisir ou en professionnel. Mais euh, voilà, de toute façon, ça va changer. Euh, Là où vous en êtes, il faut voir aussi si c'est une espèce je sais pas comment dire, est-ce que c'est une baisse de motive ou est-ce que c'est une perte de passion? Parce que moi, à mon sens, il y a une différence mm, aussi. Mais par contre, voilà, moi, le premier, j'ai changé de métier pour un truc qui n'avait rien à voir avec le premier. Quand on est dans le premier, en scientifique, on est un peu dans son labo, on a de communication avec pas grand monde, on fait des protocoles qui sont stricts, etc. Et quand on bascule du côté ressources humaines, on doit discuter avec des gens, beaucoup de gens, beaucoup trop de gens. On est submergé de mails, on en a des milliers par jour. Ça fait pas la même chose. mm, Rien n'est cadré ou presque. Et, il y a enfin, il y a la loi évidemment, mais moi, dans ma façon de faire, je fais un peu ce que je veux du moment que ça fonctionne. Donc ça fait même bizarre de se retrouver un peu libre sur sa façon de faire, même si ça me va bien parce que j'adore être libre de mes choix. Mais donc voilà, il y a des changements quoi qu'il arrive, et que ce soit ça a toujours été enfin pas une règle de vie, mais chez moi c'est un changement, ça vaut toujours le coup de le faire parce que il y a une transition quand on change, et c'est toujours la transition qui est compliquée. C'est pas le but, c'est pas là où vous allez mm, arriver en fait. mm, Mais une transition, c'est toujours compliqué, c'est toujours instable, c'est toujours incertain, c'est toujours parce qu'on n'est pas dans sa zone de confort quand on est sur mm, cette zone de transition. Alors effectivement, il faut faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible parce que quand ça dure trop longtemps, c'est embêtant. Mais quoi qu'il arrive, il faut vous attendre en transition, il faut vous attendre, je vous le dis tout net, de toute façon, ça va pas être confortable, cette transition. Que ce soit une reprise d'études, que ce soit partir dans un autre pays, que ce soit ce que vous voulez, il y aura une transition qui va pas être simple, qui va pas être agréable. Enfin, plus ou moins, c'est pas forcément hyper traumatisant non plus de faire ça, mais voilà, il y a un passage qui est pas forcément simple. Mais derrière, c'est toujours pour le mieux, en fait. Je connais personne, très peu de gens qui se soient dit, tiens, j'ai eu envie d'essayer un nouveau truc dans ma vie, ou j'ai été obligé de changer ou par choix, enfin voilà, qui est obligé ou pas, euh, qui a fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir arriver là où il voulait. Et ça ne se passe pas forcément au top du top dans la réussite, dans ce qu'on appelle la réussite en France, professionnelle ou quoi que ce soit, mais derrière, les gens sont toujours ultra ravis d'avoir passé le cap, en fait. Parce que c'est pas tant c'est c'est pas tant la destination, ça, c'est un truc chinois, mais c'est pas tant la destination qui compte, c'est le voyage. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on arrive quelque part, et même si c'est pas une réussite sociale comme on l'a en France, ça montre que vous avez été capable de faire cette démarche, de passer outre mentalement, ou en termes de moyens, d'outils, ce que vous voulez. Si vous êtes sur quelque chose de plus, parce que vous êtes un peu à cheval entre de la réflexion et du technique, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que voilà, un changement, une transition, c'est jamais confortable, mais derrière, c'est tout ce que vous aurez appris en fait au cours de cette transition. Euh, et là où vous en serez en fait, et que même si c'est à peine plus haut, bah, vous aurez quand même fait un petit cran au-dessus pour votre bien-être en fait dans votre vie. C'est toujours une bonne chose. Mais cette partie transition, elle fait peur à énormément de gens, et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de monde qui s'autorise pas à changer de job mm, parce qu'on se retrouve dans l'inconfort, la peur de. mm, Alors typiquement, j'ai une ancienne collègue de boulot qui est carpe diem quasiment, qui vit un peu au jour le jour, qui anticipe pas les problèmes en fait, et elle enchaîne les jobs assez facilement. Alors elle a toute une compétence qui le permet aussi, c'est sûr que ça facilite, mais derrière, elle se pose pas la question de comment elle va payer son loyer. Elle se pose pas la question de ce genre de choses parce qu'elle sait qu'elle va rebondir parce qu'elle a une confiance un peu en elle un minimum, mm, mais elle est constamment en transition, cette dame, par contre, parce qu'elle change de boulot tous les 6 mois, 8 mois, donc c'est pas forcément hyper confortable. Elle n'est pas du tout dans cette dynamique de se dire oui, mais j'ai
j'ai un crédit, alors que les gens ils pensent que quand on doit payer un crédit, c'est plus compliqué que de payer un loyer, alors qu'en fait, bah, c'est pareil. Donc il y a des espèces de choses qu'on se met sur les épaules un peu tout seul. Je dis pas que c'est simple de faire abstraction du truc, parce que moi, le premier, ça m'arrive aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, clairement, une transition, il faut que vous ayez en tête que c'est pas simple, mais derrière, c'est souvent pour le mieux, en fait. À vous de voir ensuite ce qui rejoint, normalement, Julie devrait me rejoindre là-dessus. Par contre, il ne faut pas vous tromper de direction. À vous de bien réfléchir à ce qui vous correspond à vous en termes de mantra, on va dire, dans un premier temps. Et puis de vraiment les choses importantes pour vous. Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est l'art audiovisuel? Peu importe. De vous vraiment poser ces questions-là en termes de mantra. Qu'est-ce qui va vous guider? Et ensuite, à partir de ça, de mettre en place les choses avec un minimum de réflexion pour que vous puissiez arriver sur quelque chose qui vous convienne et qui soit évidemment viable, parce que derrière, évidemment, euh, même s'il y a l'aspect passion, entre guillemets, faire quelque chose qu'on aime, il y a aussi, à un moment donné, faut payer les factures, mais voilà. Et c'est surtout les mantras, ça fait partie des choses qui sont importantes pour être confortable sur son choix, en fait. Merci Adrien. J'ai tellement envie de rebondir. Euh, je vais me noter ce qui m'est venu. Euh, J'adore cette discussion parce que justement, on peut voir qu'il y a beaucoup de manières de voir les choses et d'où l'importance de vraiment prendre pour soi ce qui est juste pour soi et donc de se connaître, de voir comment ça résonne. Il y a plusieurs choses que tu as dit, évidemment, il y a des choses que je te rejoins, il y a des choses où j'ai du mal à te rejoindre, mais c'est ça qui fait la richesse de la discussion. Ça fait. Alors, je vais commencer par. Ok, je vais commencer par. Quand ça dure trop longtemps, à un moment, tu as dit ça dure trop longtemps, c'est pas forcément idéal ou confortable. Déjà, moi, j'ai envie de dire confortable pour qui? Parce que si pour la personne, c'est confortable de faire toutes ces transitions, voilà, ça la regarde. Peut-être que par contre, elle va nous Effectivement. renvoyer à nous quelque chose qui est pas confortable, que nous, ça serait pas confortable pour nous. Et donc, on dit, ah, c'est pas forcément confortable de faire ça. Mais si la personne, en tout cas, donc mon message, c'est si pour toi, c'est confortable ce que tu fais, euh, essaie d'oublier les injonctions qu'on dit que si ça dure trop longtemps, c'est pas forcément terrible. Peut-être que Oui, ça effectivement, doit faire je partie suis du un peu, chemin, ça oui. doit faire partie du Ça va processus dépendre des pour gens que aussi, tu oui. trouves. Hmm. Vas-y, Non, tu c'est tout voulais. ça. C'est effectivement, je suis d'accord pour dire que ça va dépendre des gens aussi. Il y a des gens qui sont endurants et des transitions qui s'étalent un petit peu sur le long terme. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Il y a des gens qui n'aiment pas être trop dans l'inconfort et que ne Voilà. serait-ce qu'une formation de 3 mois, déjà, ça ne va pas leur convenir. Alors qu'il y a des gens qui sont Hmm. sur des trucs qui vont durer des années. Hmm. Ça va dépendre des gens, effectivement. Mais oui, je suis effectivement. J'ai pas nuancé, Voilà. mais je suis d'accord. Voilà. Et, euh, et si justement, si ça a duré longtemps, c'était pas un message. Parce que des fois, peut-être qu'on peut dire persister dans une transition parce qu'en fait, et que ça dure longtemps parce qu'en fait, on s'est pas juste posé et dire bah peut-être qu'en fait il y a un autre chemin qui est disponible mais je le vois pas parce que moi je veux être absolument dans cette voie-là. Donc ça peut être aussi des messages, ça peut être confortable pour la personne parce que c'est son mode de fonctionnement et aussi ça peut être des messages envoyés par d'autres espaces que le mental pour dire enfin si ça prend beaucoup de temps peut-être c'est juste qu'il y a un autre chemin et qu'on l'a pas vu encore. Donc d'où l'importance aussi de ralentir pour justement capter toutes ces informations, qu'elles soient extérieures, mais surtout pour moi, hein, donc ça c'est mon point de vue à moi, intérieur. Et je voulais rebondir sur une autre chose que tu as dit, Adrien, tu as dit 2 fois trompé depuis le début de l'accompagnement, du live. Pour moi, on se trompe jamais. C'est que des expériences. Et ensuite, on apprend de ça. Mm. Ça peut être challengeant, émotionnellement challengeant, mais justement, si c'est challengeant, ça veut dire qu'il y a un truc à aller regarder et je trouve que c'est hyper chouette. Donc, moi, mon message, c'est limite, trompez-vous, et dans le sens où faites plein d'expériences, mais ensuite prenez le temps de prendre du recul et capter ce qui s'est passé pour pas que ça devienne un cercle vicieux et que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Là, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas été capté. Mais si on se trompe, en tout cas, si on expérimente, que c'est challengeant en émotion, qu'en fait, en fait, notre corps on nous envoie plein de signaux pour nous dire ah,
peut-être que là, j'étais pas du tout alignée avec mes besoins, avec mes envies, avec mes valeurs, et qu'il y a peut-être un truc à aller regarder. Est-ce que tu veux rebondir sur ça? Euh, T'es pas je ne obligé, sais hein. pas. En vrai, je ne sais pas. C'est-à-dire que Faut sur intégrer. l'utilisation du mot trompé, oui, je suis d'accord dans le sens où c'est pas forcément feng shui d'utiliser le mot trompé. Par contre, il y a un truc qui est sûr, et là, je Mhm. le base sur ma vie, mais alors je dis pas que j'ai tout vu, tout fait non plus, mais euh, clairement, je suis d'accord que quand vous apprenez quelque chose, alors ça peut être n'importe quoi, que ce soit dans un cadre professionnel, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, un loisir ou quoi, apprendre, c'est se tromper. Et ça, c'est sûr. Donc ensuite, il faut voir comment vous vivez la chose. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont effectivement euh, considérer que c'est des erreurs, vraiment ancrer erreur et se tromper, qui vont se focaliser là-dessus et ils vont arrêter ou alors ils vont ralentir. Et il y a ceux qui vont se dire, OK, mon erreur, c'était ça. Du coup, je sais ce qu'il faut pas faire au minimum grâce à cette erreur-là. Donc, je sais sur quoi ça va m'orienter. Et Mm. enfin, je sais plus comment il est exactement ce dicton, mais c'est plus on se trompe, plus on se rapproche de la réussite, un truc comme ça. Mm. Il y a un truc comme ça en tout cas. Mais oui, il faut bien avoir en tête qu'expérimenter quelque chose de nouveau, c'est forcément ne pas réussir du premier coup, c'est être un peu frustré, c'est être plein de choses. Euh, mais il faut s'attendre à ça du moment qu'on l'a en tête. Ensuite, Mm. évidemment, il y a des gens qui s'en sortent mieux, qui font un peu moins d'erreurs, qui vont plus vite, voilà, peu importe, ça dépend de leur point de départ, ça dépend de leur motivation, du temps qu'ils y accordent, etc. Mais donc, faut pas se comparer aux autres, surtout quand on apprend. La grosse erreur, c'est de Mm. faire ça déjà. Euh, Mm. mais en tout cas, oui, dans ce sens-là, oui, une erreur, il y a deux solutions, quoi. Il y a ceux qui en apprennent quelque chose et qui vont plus loin, et puis il y a ceux qui se disent, bon, bah, je suis nul et j'arrête tout, quoi. Mm. Mm. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est dans, dans, dans une société où la réussite, c'est le Graal, en fait. Enfin, et Mm. encore, réussite, je parle de la définition de la Mm. société. Mm. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'accompagne les gens, c'est que les personnes mettent leur propre définition de la réussite. Et souvent, c'est pas la même que ce qu'on attend, la belle carrière, la rémunération, 4, 5, 6, 7, 8, 0, enfin voilà, le statut et tout. Euh, mais on est tellement dans une société, ouais, où c'est le Graal de réussir selon les normes que quand on n'y arrive pas, en fait, on se sent nul. D'où pour moi, c'est important de revoir cette notion de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que c'est être heureux? Et pour moi, il n'y a pas de différence, enfin c'est pas forcément opposé la passion et l'argent. On peut totalement gagner de l'argent de sa passion. Euh, voilà, on va fermer la parenthèse parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, j'adore ça. Il y a Ni qui a une question. Après le doctorat, est-ce que c'est intéressant de poursuivre en post-doc? Et est-ce qu'il est facile de trouver des contrats post-doctoraux? Est-ce que tu veux répondre? Alors, je pense que je vais avoir une vision des choses, on va dire. Puis je pense que, Mhm. parce que moi, clairement, j'ai pas été jusqu'au doctorat. J'ai une bonne dizaine d'amis qui, eux, ont été jusqu'au doctorat. Donc, je vais vous retranscrire un peu leur vie plutôt. Et puis un peu aussi les doctorants que je vois qui postulent dans mon agence Mm. un peu tous les jours. Donc, ce que je vais vous dire, c'est juste une observation, en fait. C'est pas forcément, c'est même pas mon avis. Alors, déjà, vous êtes en doctorat en sciences ou sur un autre secteur? J'ai vu que vous utilisiez beaucoup le chat, donc sciences de l'éducation. Euh, Clairement, je ne connais pas ce domaine-là sur la partie éducation, donc clairement, bah, je ne sais pas. Tous ceux que je connais qui ont fait des thèses, c'était des doctorats, c'était en sciences pure et dure. Et alors, je ne sais pas s'il y a un parallèle possible, mais clairement, c'est pas là où il faut aller pour faire ce que tout le monde a en tête, donc le cliché du scientifique qui devient chercheur dans une université ou une entreprise, et puis qui finira par faire une découverte. En fait, ce truc-là existe hein, effectivement, mais en fait, Mm. il n'y a qu'une personne sur, je vais peut-être dire une bêtise, une personne quoi, sur 10, sur 20, sur 100, un truc comme ça, qui doit y arriver vraiment avec le cliché qu'on a de cette réussite-là. Mm. Sur la science, c'est pas simple. Sur la science, la plupart, la réalité, c'est qu'ils finissent prof. Il y en a un ou deux qui arrivent à négocier un truc pour être ingénieur. Mais le seul que je connaisse qui a réussi à accéder à un postdoc, il a dû changer de pays, par exemple. Donc, coup de chance, Mm. il parlait anglais. Mais, euh, mais Mm.
mais s'il n'avait pas parlé anglais, il aurait toujours pas de postdoc en fait. Et ça fait 5 ans, 7 ans qu'il a sa thèse, un truc comme ça. Donc il a été très patient aussi. Ensuite, c'est un peu la part des choses aussi. Alors, ça répond pas à votre question, ce que je vais vous dire, mais quand même, ça peut être intéressant. Euh, Ça dépend. Je l'ai fait moi professionnellement parce que j'étais aussi sur une partie de recherche qui n'est pas simple en fait, parce que tout le monde veut en faire et il n'y a pas beaucoup de postes, donc c'est un peu compliqué de faire ça. Ensuite, c'est à vous de voir aussi, est-ce que ça vous plaît suffisamment pour être têtu, borné et attendre le bon postdoc qui vous plaise vraiment sur un sujet qui vous plaise ou vous vous éclatez, peu importe le pays où vous vous donnez les moyens du truc, quitte à passer 8 mois, 9 mois de galère à le trouver ou un an, ou est-ce que vous prenez un truc, parce qu'il y a des personnes qui peuvent le faire aussi, qui va vous plaire un peu moins, mais qui vous permettra d'être un peu moins dans l'incertitude que vous allez pouvoir peut-être obtenir un peu plus rapidement. Euh, c'est deux façons de penser différentes, il n'y en a aucune qui est mieux ou moins bien, ça dépendra de vous, de votre état à ce moment-là. Mais clairement, il va falloir que vous, je sais, attendez, est-ce que vous avez votre doctorat ou est-ce que vous êtes en train de le faire? Euh, je ne sais plus si vous l'avez dit à l'instant. Non, je crois pas qu'elle l'a dit. Non. Après le doctorat, est-ce que c'est un peu intéressant de En poursuivre en dernière postdoc année. Oui, elle est en en dernière année. dernière année? Euh, alors, je pense que c'est justement pas trop tard de vous poser la question. Mm. Justement, à vous de vous dire dans quelle mesure vous persévérez en fait sur la recherche du postdoc et à vous de vous renseigner aussi peut-être avec d'autres professionnels que vous pouvez contacter sur LinkedIn ou que vous pouvez connaître Mm. ou des profs de quoi que ce soit, de voir avec eux la visibilité sur l'efficacité d'un postdoc ou pas, la facilité d'en trouver en France ou dans d'autres pays que vous pouvez viser aussi Mm. éventuellement, de vous renseigner un peu là-dessus justement avant de vous retrouver un peu face au mur, quoi. Donc, pour le coup, là, c'est vraiment une réflexion à avoir sur à quoi sert le postdoc, dans quelle mesure c'est utile, dans quelle mesure c'est Mm. accessible, dans quelle mesure ils vont vous permettre, vous, de faire des choses que vous aimez Mm. par rapport à votre projet. Et c'est ça qu'il va falloir regarder dans un premier temps. Ensuite, il y a voilà, ça c'est la théorie. Mais ça permet de se Et rapprocher en plus de juste, la pratique, tout avec un maximum de rencontres, de personnes et de témoignages, quoi. ok, Eni, elle va demander à qui, par exemple? À son directeur, à des collègues, ou sur LinkedIn, elle tape quel mot-clé pour parler à des gens? Alors, sur LinkedIn, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, par exemple, quand j'ai envie de... Par exemple, j'ai aidé mon neveu, ça a l'air bête, hein, mais j'ai aidé mon neveu à chercher une alternance dans Mm. l'aéronautique. Alors, autant vous dire, j'y connais rien en aéronautique. Et j'ai tapé sur Google listing des sociétés d'aéronautique. Mhm. Il m'en a sorti 10 ou 15 qu'il y avait en France. Et j'ai tapé tous les noms des sociétés dans LinkedIn. À chaque fois qu'on tombe sur une société, il y a des membres ou des gens qui y ont travaillé. Il y a une liste, en tout cas, qui se déroule. Vous regardez les gens, ce qu'ils ont fait à peu près pour voir qui pourrait éventuellement avoir des réponses à vos questions. Vous cliquez sur se connecter, vous avez deux, trois phrases de livre en lui expliquant rapidement votre projet, pourquoi vous le contactez. Et c'est simple en fait. Ce qui est compliqué, c'est le premier pas, parce qu'on se dit, mais je ne vais pas l'appeler, il ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis, pourquoi il me répondrait. Mais en fait, vous vous mettez des blocages tout seul en fait. Quand vous Mm. faites ça, faites-le, écrivez-lui et ce sera à lui de décider s'il vous répond ou pas. Vous pouvez le relancer derrière effectivement. Et le réseau, en fait, il y a pas de règle. Là, c'est faut être égoïste. C'est vous qui avez besoin de renseignements. Faites tout ce que vous avez envie de faire pour avoir ces renseignements. Donc, Mm. commencez par les personnes que vous connaissez en physique. Donc, par exemple, votre directeur de thèse, des collègues qui sont en stage avec vous, que ce soit sur un bac plus 8 ou peut-être sur une partie bac plus 5. Demandez-leur à eux s'ils connaissent d'autres personnes, d'autres profs. Mm. Demandez à vos profs s'ils ont déjà fait des partenariats avec d'autres universités pour partager des projets, par exemple, et s'ils ont des contacts, mais qui que ce soit qui pourrait vous renseigner. Et un réseau, ça va très très vite. Mm. Euh, Ça peut aller très vite, en tout cas. Puis surtout, voilà, une personne peut connaître la bonne personne qui va bien vous aiguiller, qui va vous dire ce qui vous manque, voilà, ce que vous voulez savoir. Ça prend du temps, c'est du travail d'investigation, c'est un peu du travail de détective privé quasiment, parce qu'il va falloir trouver des noms, des numéros de téléphone, des Ouais. emails, des situations professionnelles, etc. Donc ça prend un peu de temps, mais en vrai, les gens sont pas méchants. En vrai, les gens, Mm. ils ont l'habitude d'être contactés. Alors, les professionnels, déjà beaucoup, parce qu'ils ont l'habitude d'être contactés pour des financements ou des partenariats, etc. Mais même sans ça, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde est constamment, tout le monde reçoit constamment des mails d'un million de trucs
de gens qu'on ne connaît pas. Alors souvent, il y a des spams, il y a des arnaques, il y a des gens qui font leur marketing, il y a énormément de choses, mais on est à l'habitué, en fait, l'air de rien, à avoir des gens qui nous contactent. Il faut juste que vous sonniez un peu par robot, parce que si ce mec il se dit, ben, c'est ChatGPT, je ne vais pas lui répondre, mais si dans vos 3-4 phrases sur LinkedIn, vous arrivez à lui faire comprendre que vous avez un réel projet pro et que vous avez vraiment besoin de témoignages pour ne pas vous planter, pour le peu que cette personne, elle se soit dit, bah, tiens, moi j'aurais bien aimé qu'à l'époque on m'aiguille comme ça, peut-être qu'il va vous répondre. Ensuite, vous pouvez les relancer, mais il n'y a pas de règle en fait. Il faut juste que vous contactez qui vous voulez dans le monde. Si vous parlez anglais, je veux dire, faites-vous plaisir à appeler qui vous voulez, enfin, appelez, contactez qui vous voulez. Euh, Il n'y a aucune règle, clairement, mais renseignez-vous par contre, et c'est les meilleurs renseignements qu'on a, c'est les témoignages des humains en fait. Alors, il faut les recouper, il ne faut pas partir sur une seule personne parce que vous ne saurez pas trop s'il a eu de la chance ou si c'est un tocard, selon ce qu'il vous aura dit. Mais, donc, il faut recouper un peu les infos quand même, un minimum, mais sinon, il n'y a pas de règle. Clairement, c'est vraiment à vous de le faire. Mm, mm. Ouais, et comme dit Audrey, hein, de toute façon, après, si la personne dit non ou elle répond pas, vous n'aurez rien perdu parce que dans tous les cas, si vous n'avez pas envoyé le message, vous n'avez pas la réponse. Là, vous avez envoyé le message, vous avez tout à gagner en fait. Donc, allez-y. Et les gens adorent parler de ce qu'ils font et de leur parcours. C'est quelque chose au niveau du don et de l'ego à la fois. On parle de soi, on parle de notre parcours, on a envie d'inspirer les autres. Donc, en fait, tout le monde adore parler de son parcours et pouvoir aider des personnes. Donc voilà, bah, elle te remercie euh, pour tout ça. Moi, j'avais juste une question à te poser. C'est, est-ce que toi, tu as envie de faire un postdoc? C'est important de savoir si on veut déjà ou pas. Voilà, c'était juste ma question. Et par rapport à tous les renseignements que tu vas recevoir, le fait d'écrire, de te renseigner, de lire, etc., oublie pas de ressentir ce que ça te fait émotionnellement, d'avoir toutes ces informations et prends le temps d'intégrer. Parce que peut-être que tu vas avoir plein d'informations et c'est difficile de voir clair dans tout ça. Donc, c'est important de prendre le temps d'intégrer toutes ces informations et de savoir comment ça résonne pour toi. Donc, des fois, c'est pas un exercice facile hein, parce qu'on est un peu déconnecté de nos ressentis. Mais voilà, ça se pratique en tout cas, petit à petit. Oui, Une dernière vas-y. chose, alors c'est une dernière astuce, parce que je l'ai déjà eu fait, mais ça ne me revenait pas à l'esprit. Il y a un truc tout bête, c'est que si vous allez dans une librairie et que vous allez au rayon des livres qui parlent de votre sujet, il y aura certainement des livres, et donc ces livres, ils ont Mm, été écrits par quelqu'un, donc ça vous donne déjà le nom de quelqu'un à contacter. mm, Ça a l'air bête comme ça, mais en fait, c'est des personnes. Voilà, si vous pouvez acheter le livre si vous avez envie, mais juste d'aller dans une librairie, vous vous mettez dans le rayon qui vous concerne, parce bon, il existe des livres sur tout, donc je suis à peu près certain qu'il y en existe sur votre domaine, mm, même si je ne les ai pas lus. Prenez juste le nom des auteurs. Des fois, à la fin, il peut y avoir des noms de sites internet parce que peut-être que ces écrivains ou ces professionnels, ils ont peut-être un site, un blog, une adresse professionnelle, peu importe. Récupérez ces infos-là, en fait. Comme ça, une fois que vous êtes sur LinkedIn ou sur Google, ça vous le fait déjà un nom, prénom de quelqu'un à chercher. mm. Euh, Là, pour le coup, vous serez fixé, vous saurez déjà qu'il a certainement votre parcours, selon ce qu'il a écrit, évidemment. Mais voilà, donc ça vous permet un peu de cibler des gens assez Mm, facilement. super, merci. Il y a Amina qui voulait prendre la parole pour avoir des conseils par rapport à ces situations, qui pourra certainement faire écho avec d'autres personnes ici. Donc Amina, je te laisse défaire ton micro et nous partager. Ben, écoutez, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Bonjour, oui. Ok. Alors, ben, je vais me présenter. Et puis, donc moi, actuellement, je suis chercheur dans un centre de recherche à l'étranger, bon, pas en France. J'ai un parcours, ce que vous disiez au tout début. Donc, voilà, j'avais fait médecine et après, je suis partie en biologie. Mm, Et après, bah, d'abord, j'ai fait une licence professionnelle parce que je voulais rentrer directement dans le monde du travail. J'ai fait une licence mm, professionnelle en biologie. mm, Et je sais pas, manque de peau ou quoi, j'ai fait un stage et j'ai découvert la recherche et ça m'a plu. Et donc, j'ai décidé de continuer jusqu'en doctorat. mm, Après le doctorat, j'ai pas eu une très bonne expérience, je dois vous avouer. mm, Euh, Ce qui fait que j'ai voulu abandonner complètement la recherche. mm, Pendant pratiquement 2 ans, je suis restée à chercher un emploi et je n'ai pas trouvé.
Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, la recherche, ça m'intéressait. Enfin, voilà, malgré ma mauvaise expérience, j'étais quand même toujours intéressée par la recherche. Et Mm. donc, comme je suis partie m'installer à l'étranger, je décidais de chercher un emploi dans ce domaine-là. Mais voilà, ça fait 3 ans que je suis dans ce centre de recherche et je commence à me poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Mm. Parce que voilà, c'est ce que vous disiez au tout début, c'est est-ce que j'ai fait médecine parce que je voulais m'intéresser aux patients? Est-ce que j'ai fait de la recherche voilà, pour comprendre les choses, etc. Et donc là, Mm. c'est une remise en question un petit peu de ma carrière et je suis en train de... J'ai cherché des postes dans le privé plutôt. Cherché des postes dans le privé. J'ai eu des entretiens, mais j'ai pas été retenue évidemment. Donc là, je me pose la question de est-ce que c'est vraiment dans le privé que je dois aller? Est-ce que je dois rester dans la recherche? Donc je suis vraiment en pleine réflexion. Mm. Ok. Un petit peu de mal, comment dire, à sortir de de ce cercle. Mm. Je- J'attends vos conseils. Merci beaucoup, Amina. Adrien, je te laisse lui répondre Euh, ou donner tes ça me fait un peu bizarre en fait conseils. de répondre à ce genre de questions parce que pour le coup, de nous deux, la personne qui a une thèse, c'est toi. Oui, Euh, mais tu es mon invité, tu as des conseils. Donc, euh, et ça peut être à deux, hein. De toute façon, les conseils seront à deux, mais je te laisse commencer. euh, Qu'est-ce qui vous... Parce que vous avez dit que vous aviez une première expérience qui ne vous plaisait pas. Là, ça fait 3 ans que vous êtes sur votre poste. Entre les deux, vous Oui. avez dit que la science était quand même... Enfin, la recherche, c'était plutôt quelque chose qui vous intéressait. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ou plus, du coup qu'est-ce qui s'est Mm. passé sur ces 3 ans qui a occasionné ce changement? Mais en fait, le poste que j'occupe actuellement, c'est vraiment, on va dire, de la recherche fondamentale. Donc, Mm. moi, je serais plutôt, voilà, pour faire de la recherche pour qu'il soit utile, au final, enfin, qui ait un impact direct sur la vie des patients, Mhm. des personnes malades. Parce que, en fait, moi, je suis plutôt spécialisée dans, voilà, essayer de comprendre un petit peu les pathologies, les mécanismes pathologiques, essayer d'identifier des solutions. Donc, là, je me rends compte que finalement, c'est pas vraiment la recherche fondamentale Mm. qui est adaptée, en fait. D'accord. Donc, vous voulez des effets plus immédiats. Ok, potentiellement, en tout cas, plus immédiats. Mm. Euh, Parce que du coup, avec la recherche, que ce soit dans le privé ou dans le public, la garantie du résultat, on ne la devine pas, quoi. Donc, souvent, on s'oriente un peu, mais euh, j'ai à la fois rien à vous dire et des millions de trucs à vous dire. Mais déjà, il faut avoir en tête que là, en plus, vous êtes sur une partie recherche, c'est-à-dire qu'autant sur d'autres types de métiers, entre le public et le privé et l'industrie, il y a, euh, pour certaines raisons, des passerelles qui sont un peu compliquées. Mais quand vous êtes sur de la recherche, ces passerelles, elles existent entre guillemets plus. Par contre, il existe quand même des différences. Et vous l'avez souligné, là, vous êtes sur de la recherche fondamentale avec quelque chose que vous allez mettre au point qui va peut-être jamais servir ou qui va servir que dans 200 ans ou dans 20 ans. Et on ne soupçonne même pas encore forcément à quoi ça servira. Donc, vous servez la science, hein, clairement, mais ça avance pas, ça n'a pas les effets que vous vouliez. Euh, il faut que vous ayez en tête quelque chose, c'est que si vous allez dans l'industrie, la recherche, effectivement, il y en a. C'est pas là où il y en a le plus parce que les industries sont. Je vais parler pour toutes les industries, même si elles sont peut-être pas toutes dans cette démarche-là, mais il y en a bien 90%. Ensuite, les autres industries, parce que moi je parle pour les françaises, mais quelque chose me dit que c'est pareil partout dans le monde, euh, qui vont être très portées sur la production. Parce que qui dit production dit rentabilité. Parce qu'ils Mhm. vendent leurs produits, ils rentrent de l'argent. Derrière, souvent, les services de R&D, même en industrie, ils ne sont pas forcément très développés proportionnellement à leurs services de production, de contrôle qualité ou autre. Donc déjà, ça explique juste le fait que vous n'allez pas avoir beaucoup de postes, ni en CDD, ni en intérim, ni en CDI, ni en d'autres types de contrats que je ne connais peut-être pas du pays où vous êtes. Euh, Ça, c'est une chose. Ensuite, ayez en tête que quand vous serez en industrie, et c'est ça par contre la différence majeure, c'est qu'il y a de grandes chances que vous vous retrouviez à faire du screening. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le screening, c'est qu'au lieu de faire de la recherche, on va dire un peu réfléchie, en fait, on va prendre une molécule, une molécule, on va lui faire 500 changements
on va la faire en 500 versions différentes et on va tout essayer en masse. Voilà, clairement, on va mettre 20 personnes sur le coup pendant 3 semaines et au bout de 3 semaines, on a testé 500 versions différentes de la première molécule d'intérêt et derrière, on avance comme ça en fait. Mais c'est un peu comme la pêche où on met des grands filets qui ratiboisent tout le sol en bas. En fait, c'est de la pêche, mais c'est pas vraiment le savoir-faire de la pêche des mecs qui a 200 ans. Et en industrie, ça va être ça, ça va être du screening, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un peu ce côté, si cette dynamique intellectuelle de vous dire, ah, on s'est trompé là-dessus, il faut peut-être ajuster un pH, un tampon, une molécule, ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas, parce que ça sera des protocoles déjà écrits, vous allez juste tester 100, 200, 300, 400 molécules sur 80 plaques, 96 puits. Vous allez tout passer sur une semaine et vous allez regarder laquelle est la meilleure et vous allez continuer comme ça. Donc, c'est de la recherche, clairement. La dynamique intellectuelle qu'il y a derrière, elle est un peu différente de celle de la fondamentale. Ensuite, il faut voir pourquoi vous y allez aussi dans l'industrie. Donc, il y a cet aspect recherche. Ensuite, moi, de mon point de vue, vous me dites si je me trompe, mais il y a beaucoup de gens qui veulent passer sur l'industrie pour l'aspect financier, entre autres. Euh, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, ça peut être une partie de vos motivations, pas que, mais il y a ça aussi. Ensuite, dans la recherche, souvent, votre porte d'entrée, ça va être les points communs en fait avec les industries. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait une Mm. recherche sur un sujet qui peut aider certaines industries, vous aurez un accès facile au poste. Si vous avez travaillé sur un truc qui est radicalement différent ou qui n'a aucun point commun, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué d'y rentrer. Souvent, il faut des passerelles, il faut des points communs entre ce que vous avez déjà pu faire sur vos projets de recherche et ce qui va être la thématique de l'entreprise. Voilà. Mais en tout cas, ensuite, ce que je dis là, c'est très généraliste parce que je pense, quand je dis industrie là, je pense que j'ai en tête de très grosses industries et qu'il y en a des plus petites qui ne seront pas forcément, Mm. comme je le dépeins là. Mais en tout cas, même dans les petites, il existe aussi pour y avoir travaillé dans une startup, c'était déjà en mode screening et on était déjà en mode on teste 80 molécules par semaine jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne et on n'était pas en train de se poser des questions de mettre au point un protocole. En fait, le protocole était clairement établi, on était juste Mm. là pour ramasser des données. Mm. Donc, les deux sont de la recherche, mais à mon sens, les deux sont pas du tout pareils. Et je comprendrais tout à fait qu'il y en ait un des deux qui vous plaise et pas l'autre. Donc, c'est plutôt à vous d'avoir ça en tête. Déjà, c'était juste pour que vous l'ayez en tête. Mm. Peu importe Ouais, derrière ce que vous décidez de faire, mais c'était juste que vous l'ayez en tête. Voilà. Ensuite, des personnes en tête, je connais pas forcément ce qui est accessible en termes d'emploi dans votre pays, dans quelle mesure il y a beaucoup d'embauches ou pas sur ces postes-là. Je ne me rends pas compte du nombre d'entreprises que ça représente. Donc, je saurais pas, je peux pas vous aider plus en tout cas, mais c'est surtout de bien réfléchir le truc et de vous poser les bonnes questions, de savoir pourquoi vous voulez ces postes-là. Est-ce que c'est pour une notoriété de la société? Est-ce que c'est vraiment pour quitter le fondamental? Est-ce que c'est pour la paye? Est-ce que c'est pour un mélange de deux ou de trois? Est-ce que c'est pour encore d'autres choses qui me viennent peut-être pas à l'esprit tout de suite? Euh, ça peut être, c'est à vous de vous poser ces questions-là parce que, indépendamment de vous et puis des structures qui est autour de vous, des personnes qui sont dans la recherche dans des très grosses sociétés qui passent 2 3 5 7 ans, puis qui au bout d'un moment se disent, ben, parce qu'ils vous ont vu comment ça se passait en interne et puis que sur l'aspect recherche, ils étaient satisfaits, mais qui sont aperçus que sur l'aspect objectif, perte du contact humain, c'était plus ce qui correspondait. Ça existe aussi. Heureusement, c'est pas une majorité, mais ça reste plutôt quelques personnes, mais ça existe aussi, ces personnes-là. Donc, euh, encore une fois, vous allez peut-être changer au cours de votre vie. Donc, ce que vous allez décider là, vous ne pouvez pas être pleinement sûr que ça va vous plaire dans 20 ans. Mais en tout cas, là, tout de suite, c'est quand même bien de se poser ces questions-là est-ce que Mm. le streaming, ça peut vous intéresser ou pas? S'ils font ok. comme ça, il y a de grandes chances, mais c'est pas forcément ça, mais il y a de grandes chances que ce soit comme ça. Et puis, ouais, vraiment de toutes vos motivations pour quitter votre poste actuel. Mais il y a d'autres choses à prendre en ligne de compte. Je veux dire, le confort du poste. Est-ce que là, vous êtes en CDI ou pas? Est-ce que vous cherchez un CDI ou un équivalent? Il y a plein d'autres choses à vous poser comme question aussi, Mm. parce qu'il n'y a pas que le sujet aussi qui entre en ligne de compte. Et je Ah, laisse la parole à Julie. Merci Adrien. merci. Je vais aussi te donner des petits conseils, mais cette fois-ci, moi, j'ai une vision plus différente maintenant, moi qui ai quitté totalement tout ça. Euh, mm, Moi, j'aurais envie de t'inviter à, si c'est quelque chose qui te parle, de voir plus grand, en fait, de voir d'autres champs des possibles. Là, tu es dans un cercle qui n'est pas vertueux pour toi. Tu te poses plein de questions par rapport à tes expériences, c'est normal, ça a créé
des traumas, hein, donc des traumas, c'est pas forcément le truc hyper grave, un accident, etc. C'est des moments de vie et même les plus anodines nous font quelque chose, hein. Et puis le doctorat, c'est pas anodin, hein. Quand ça se passe mal, bon. Et peut-être te poser déjà, ma vision à moi. Donc voilà, apprendre, tu as vraiment deux visions qui peuvent t'inspirer et être complémentaires. C'est revenir à toi. Pour moi, c'est vraiment revenir à toi. Euh, Qu'est-ce que tu as envie? Quelles sont vraiment tes envies? Ensuite, te poser quels sont tes besoins et comment tu pourrais faire pour répondre à tes besoins. Euh, Revenir sur toi, sur quelles sont tes forces, quelles sont tes valeurs, quels sont tes non négociables, tes négociables, tes sources d'énergie. Vraiment à faire un travail en profondeur et ensuite de l'intérieur va sortir des réponses à l'extérieur et ça peut être dans la recherche, donc comme a dit Adrien, ça peut être public, privé, en fonction de ce que tu auras découvert de toi et envie, surtout pour toi. Et, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Il y a peut-être d'autres aspects. Moi, par exemple, j'ai découvert le coaching. Qui aurait cru en thèse? On m'aurait dit il y a 4 ans, tu deviendrais coach. J'aurais dit, mais oui, bien sûr, moi. Et en fait, c'est juste que l'entrepreneuriat, j'ai découvert ce monde-là parce que j'ai fait d'autres rencontres qui n'étaient pas forcément discutées ou parlées dans le monde scientifique dans lequel je vivais. On nous parlait beaucoup de thèse, de postdoc, de maître de conf. Si tu veux pas faire ça, il y a le privé, mais il y avait vraiment que ces deux choix en fait qu'on nous partageait. Et en fait, moi j'ai découvert tout un autre univers qui parlait d'autres choix, d'autres champs des possibles, et ne pas forcément rester figé que dans ton domaine d'expertise scientifique, mais peut-être revenir à tes compétences qui vraiment fait de toi qui tu es, et ensuite voir ce qui est transférable peut-être et dans d'autres domaines qui pourraient peut-être te correspondre, dans lequel tu fais aussi un peu de recherche, ou en tout cas, moi j'ai beaucoup noté plutôt le sens d'avoir un impact dans la santé et il peut y avoir d'autres aspects dans la santé. Il y a la santé justement holistique, il y a naturopathe, où là vraiment, tu as un impact sur la santé aussi. Donc peut-être que ton pourquoi, il peut être très large et ensuite partir de toi pour ensuite explorer différentes pistes, mais pas forcément que ce qu'on t'a partagé ou encadré ou diffusé dans le contexte dans lequel tu vis actuellement. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Pour moi, je m'emballe quand je parle, mais est-ce que Amina, quand même, ça t'a apporté ces réponses avec Adrien et moi? Oui, pardon. Non, mais c'est très clair. Merci. Je vais essayer de réfléchir à tout ça, de me poser les bonnes questions et de me recentrer un petit peu sur moi, quoi, d'essayer de voir ce que je veux vraiment faire. Et voilà, par rapport à vos pistes, je vais essayer d'explorer tout ça, quoi. Hmm. Adrien, merci Amina, merci beaucoup, hein. Merci d'avoir pris la parole. Adrien, pour terminer, j'aimerais bien que tu nous dises 3 grands conseils pour trouver un emploi grâce au diplôme. Euh, Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, mais je suis assez d'accord. Faut pas imaginer qu'une carrière, c'est une ligne droite. Donc, il peut y avoir des détours, en fait, qu'on n'imagine pas et qui vous permettront quand même d'arriver à quelque chose que vous visiez dès le départ. Euh, Ça, c'est une première chose. Euh, Ensuite, voilà. Ensuite, il y a faire un peu la part des choses entre votre vie perso, ce que vous pouvez accepter, et ce qui va être pertinent pour votre projet. Euh, C'est-à-dire que vous devez payer un loyer, vous avez des Hmm. contraintes financières, quelles qu'elles soient. On est en France, je ne dis pas qu'il faut en abuser, absolument pas, mais on a la chance d'avoir un truc qui s'appelle le chômage. Donc, si vous y avez droit, si vous avez le choix entre faire un mois de chômage ou 2 semaines de chômage et prendre le premier poste qui passe, juste histoire de ne pas être au chômage, mais qui derrière n'a tellement rien à voir avec ce que vous aimez ou ce qui va vous servir, Hmm. alors que vous pouvez rester 3 semaines de plus et partir avec un job qui va être beaucoup plus complémentaire par rapport à ce que vous voulez, ou beaucoup plus dans la lignée de ce qui vous plaît ou de ce qui va vous servir professionnellement, ça peut valoir le coup. Euh, donc ça,
je dis ça, moi j'ai été têtu, ça m'a valu des périodes de chômage de 6 mois. C'est pas drôle, des fois c'est limite la dépression. Mais derrière, j'ai fait que ce que je voulais faire. Donc, il y a des pour, il y a des contre. C'est à vous aussi de voir justement la balance entre tout ça. Mm. Euh, Ok. Ça, c'était une deuxième chose. Ok. La troisième chose, ça va être de vous... C'est un mélange de se renseigner et de se donner les moyens, en fait. C'est que si vous vous rendez Mm. compte, peu importe votre avancement dans le monde professionnel, que vous n'en êtes pas là où vous aviez imaginé, ou où vous voulez, en tout cas à l'instant T, c'est surtout renseignez-vous sur comment on peut changer en fait les choses, comment on peut reprendre la direction que vous avez envie de prendre. Parce que, à mon sens, pareil, il n'y a pas forcément de notion de temps, il va falloir peut-être être patient, des fois ça va arriver vite, des fois pas. Euh, mais, euh, mais ça vaut le coup en fait euh, quand on est au pied de la falaise, c'est une image, hein, mais quand on est au pied de la falaise, ça vaut le coup de reculer de 15 pas pour pouvoir sauter, en fait, courir et sauter, plutôt que d'être au bord et de se dire, mince, mais comment je fais, comment je fais, comment je fais? Et là, en fait, on bouge plus et il se passe plus rien. Mm. Donc, Mm. posez-vous les questions quand vous en êtes là, si vous en êtes là, de vous dire, alors la première chose, c'est les mantras, et c'est surtout qu'est-ce que vous voulez, parce que changer de métier, euh, changer d'entreprise, c'est déjà une chose, mais changer de métier en plus, si vous voulez une redirection radicale, euh, ça se fait, parce qu'il y a des tas de gens qui l'ont fait, je l'ai fait, Julie l'a fait, voilà, ça se fait, mais à un moment donné, sur une vie, vous ne pouvez pas le faire 15 fois, déjà en termes d'énergie, en termes de plein de choses, vous pouvez, il y a peut-être des gens qui arrivent, qui sont multicompétences, mais c'est un truc qui prend du temps au bout d'un moment, et mis bout à bout en tout cas. Donc, vous pouvez, mais il faut quand même le réfléchir un minimum, que ce soit mode cartésien, vraiment le réfléchir et ensuite d'avoir en tête et de vous donner les moyens, parce que, à mon sens, ça, c'est faisable en fait de changer. Des fois, il va falloir être patient, c'est à condition de bien se renseigner, c'est plein de choses, mais c'est faisable. Et ce qu'il faut, c'est pas perdre de vue justement le fait que c'est faisable, tout simplement. Donc, que ce soit des changements de carrière ou pour trouver un job. Ensuite, c'est ce que je vous dis, ça rejoint le premier conseil, c'est que ça va peut-être pas se passer comme vous le vouliez. Mm. Ça va pas prendre le temps que vous vouliez, mais, euh, mais voilà, il faut avoir ça en tête, c'est que quand on est un peu au pied du mur, des fois, le changement ne se fait pas tout de suite. Moi, entre le moment où j'ai eu envie de quitter la paillasse et le moment où j'ai effectivement quitté la paillasse, il s'est passé 2 ans. Alors que ça faisait déjà 2 ans que je me plaignais de ne plus avoir envie de faire ce que je faisais. Et donc, j'ai commencé à réfléchir vraiment sur une feuille, un papier, de me dire, voilà, qu'est-ce que je veux pas faire, qu'est-ce que j'ai comme diplôme, qu'est-ce que j'ai comme bagage, qu'est-ce que je peux valoriser. Et je me suis fait une liste un peu de ce que je pouvais, j'ai cherché sur Google, etc. Et de se dire, OK, bon, a priori, j'ai accès à ça, ça, ça comme métier. Si je veux accéder à d'autres trucs secondaires, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place en plus? Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que j'ai envie, etc. Et, mais de ne pas croire que, si vous le faites dans votre tête, de ne pas croire que c'est suffisant, en fait. Posez-vous vraiment avec un papier, un crayon, écrivez vraiment. Et réellement, ça aide à ancrer un peu les choses et avoir une vision un peu plus juste, parce que souvent, on croit qu'on sait, ou on croit qu'on a un plan, et en fait, pas tant que ça. Donc, ça Mm. peut être une bonne piste aussi. Mm. Merci Adrien, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je me rajouterais faites-vous accompagner si c'est trop dur de le faire seul. Et oui, aussi. Voilà, parce que moi, je me suis fait accompagner pour mon changement de vie, hein, enfin mon changement ouais, de vie, parce que voilà, ça accélère le processus en tout cas. Euh, et ça tombe bien parce que donc Adrien, tu es conseiller emploi et orientation. Oui. Donc dans ton projet de cœur, c'est lui à côté de ton entreprise. Donc ça, déjà, je trouve ça super chouette déjà comme modèle, hein. On peut être dans une boîte et pour autant construire un projet à côté qui nous tient à cœur. Donc voilà. Donc quels sont tes services? Adrien, comment accompagnes-tu dans l'emploi et dans l'orientation? Je propose en tout cas à qui en a besoin justement d'accompagner, surtout sur des axes de réflexion ou de tactique, on va dire, selon un projet plus ou moins défini ou d'aider à définir un projet pro et d'apporter des réflexions sur un peu tout ça, que ce soit au niveau, on va dire, bac, Mm. étudiant et chercheur d'emploi après, en fait, après diplôme. Euh, je propose ouais, clairement des axes là-dessus. Ça va être sur de la réflexion de choix. Donc, Julie est, est complètement là-dedans aussi, mais sur des choix déjà plus judicieux en termes de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire, de vos compétences, de plein de choses. Et ensuite,
un minimum de ça, parce que c'est ça qui guide un peu normalement, qui guide votre vie. Et surtout, ensuite, c'est un peu plus un aspect tactique de comment faire, de vous donner un peu des outils, des clés par rapport à ce que vous voulez, en tout cas, et de pas rester générique et de vraiment vous faire un truc accompagné sur votre projet à vous, avec votre bagage à vous, et de réfléchir en global avec tout ça. Que vous soyez étudiant, que vous soyez un chercheur d'emploi, ou juste un lycéen qui prépare son bac. Alors souvent, quand on prépare son bac, on n'a pas que ça à faire, euh, mais voilà, de vous accompagner en fait et de vous proposer de bien réfléchir en fait vos projets, parce que clairement, ce que j'observe, c'est que les personnes qui réussissent le mieux, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir, donc c'est majoritairement des scientifiques, mais les personnes qui s'en sortent le mieux, c'est les personnes qui sont le plus proactives. Et finalement, c'est pas les personnes les plus intelligentes, c'est pas les personnes qui sont nées avec des moyens financiers qui auraient pu permettre de payer une bonne école ou quoi que ce soit. C'est juste de bien se renseigner et de faire les bons choix, en fait. Alors, évidemment, il faut voir avec vous avant quel choix vous avez envie de faire pour vous, Mm. Mm. mais c'est surtout ouais, cet aspect tactique et quoi mettre en place. Parce que les personnes que j'ai vues qui ont réussi, c'est des personnes qui avaient des bonnes notes, c'est des personnes qui tiennent un minimum la route intellectuelle, mais c'est pas des exceptions en fait. N'importe qui aurait pu réussir à leur place, c'est juste que c'est des personnes qui ont eu la capacité de se poser les bonnes questions au bon moment et de se donner les moyens de se renseigner, surtout. Comme on vous a proposé de le faire, par exemple, ni pour votre projet. C'est surtout des personnes qui se sont posées les bonnes questions, qui ont su s'entourer, qui ont su se renseigner. Et c'est surtout pour pousser les réflexions de ce côté-là et vous donner un peu plus de données, surtout avec les possibilités qui existent si vous êtes sur de la redirection, si vous voulez plus d'expérience, si vous voulez plus, etc. Donc, il y a toute une partie accompagnement vraiment pratico-pratique et puis une partie un peu réflexion quand même autour de votre projet. Ok. Bah, j'ai mis ton LinkedIn de ton projet Why. Ouais, Donc, vous pouvez aller contacter Adrien pour poursuivre la discussion et voir comment on peut être accompagné par lui. Et de mon côté, moi, c'est plus une vision donc holistique, on va dire, où en fait, mon accompagnement à moi, c'est se focuser sur soi et passer de l'intérieur à l'extérieur et comment ensuite on contribue à sa vision qui part de nous et se montrer pleinement au monde. Donc vraiment, il y a deux approches différentes et vous avez totalement le choix. Moi, je vous mets mon site web si vous voulez aller voir et vraiment expérimenter. Enfin, contactez-nous, discutez avec nous et surtout faites-vous confiance. Moi, j'ai envie de dire ça, faites-vous confiance et vous allez choisir euh, ce qui est juste pour vous. Voilà, par rapport à vous. C'est le plus important. Merci beaucoup, Adrien, pour tous ces partages. Merci beaucoup, Hélène, Audrey, Amina. J'espère que tu vas bien d'ailleurs, Audrey. Amina, Ni, d'avoir été là. Merci pour les échanges. Merci beaucoup pour les personnes qui vont regarder un replay. N'hésitez pas non plus à échanger avec nous dans la description du replay sur YouTube. Je mettrai aussi les liens pour contacter Adrien sur LinkedIn. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à échanger, en tout cas avec nous, pour avancer dans votre projet professionnel. Et voilà. Merci en tout cas. merci à vous en tout cas pour votre attention et votre présence. Et puis bonne continuation. Ouais, belle continuation. Merci.